Vous avez vu certainement le titre de la vidéo et aujourd'hui je vais vous parler des plus gros échecs de 2021 pour ma startup et plus personnellement à la fin pour mes ambitions personnelles. Parce que souvent les startups et surtout celles qui sont au tout début, elles se sentent obligées de se dire « Ah putain, on réussit tout, on est trop fort » et c'est normal parce qu'on a la pression tu vois, de montrer un succès de A à Z. Mais pour moi, c'est un très mauvais signal de montrer qu'on montre que des succès, parce que là où on apprend, c'est de ses échecs. Et il ne faut pas attendre d'échouer finalement que la startup s'écroule, qu'elle a plus de fonds et qu'elle doit fermer ses portes pour dire bon ben là on est en échec, qu'est-ce qu'on va faire pour s'améliorer? Et du coup, aujourd'hui, on va parler des échecs de 2021 qu'on a fait et comment on a pu, dans certains cas, analyser ce qui a bien marché, ce qu'on pourrait améliorer la prochaine fois. Vous verrez que parfois, il n'y a pas forcément de solution, c'est juste la vie, c'est comme ça. L'échec numéro 1. On a perdu énormément de temps à développer des features que personne n'utilisait. Mais alors pourquoi on a fait ça? En fait, on fait des interviews utilisateurs pour savoir bon, ben, comment ça va, est-ce que l'app est utile de manière régulière. C'est-à-dire qu'on en fait plusieurs par semaine, soit avec des nouveaux utilisateurs, soit des utilisateurs potentiels, donc des gens qu'on a identifiés grâce au persona marketing qu'on fait, ou par exemple des utilisateurs qui sont déjà ce qu'on considère des early adopters, donc des gens qui utilisent régulièrement notre app. Et parmi eux, on essaye d'identifier des évangélistes, donc des personnes qui seraient qui verraient tellement le potentiel de notre app que ça va être des sources d'informations pour savoir ce qu'on va devoir développer, et ils vont pouvoir aussi promouvoir notre application auprès de leurs pairs. Le problème étant, c'est qu'on a très mal fait les interviews utilisateurs. Alors pas toutes, on s'est amélioré au fur et à mesure, on en a fait plus de 200 quand même, mais on a pris des signaux comme des compliments à propos de notre app comme des bonnes choses. Et si j'avais pas lu ce bouquin-là plus tôt, on aurait pu continuer comme ça pendant longtemps. Et souvent, en fait, ce qui se passe, c'est que vous posez des questions à votre utilisateur, mais sauf que vous mettez votre ego sur la table. Et donc, l'utilisateur ou la personne qui vous interviewe ou votre potentiel client, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout faire pour dire bon bah cette personne elle est bien intentionnée, elle veut vraiment t'aider, donc je vais, et parfois c'est inconscient, je vais la complimenter. Et donc vous allez avoir des choses comme ah ouais c'est génial, et moi ça flattait beaucoup mon ego. Donc on passait beaucoup de temps à parler de nous, à parler de notre approche, et au final, au fur et à mesure, les gens ils se disaient putain mais c'est génial ce qu'ils font, vraiment. Sauf que quand on aurait dû leur demander mais est-ce que vous avez vraiment utilisé l'app? C'est quoi la dernière action que vous avez fait sur l'app? En fait, on aurait peut-être été surpris, c'est peut-être des gens qui étaient simplement peut-être intéressés sur le papier en théorie, mais eux, ils n'utilisaient pas notre app. Et eux, ils ont quand même, parce qu'on leur a forcé, on leur a demandé alors qu'est-ce qu'il faudrait qu'on mette sur notre app, et on avait une liste de features, on les a demandé de mettre des données, de leur dire de les classer, etc. On a été confiant que ces utilisateurs-là étaient intéressés et qu'ils étaient capables de nous recommander des features à développer. Et on l'a fait et on a perdu un mois. Ça va hein, sur une année. Mais heureusement, on avait de l'analytics qui nous a permis, une fois qu'on avait mis en production ces features, enregistrer l'analytics. Après, ça nous a pris 1 ou 2 semaines pour vérifier que c'était pas des bugs, que toutes les features avaient été bien déployées. Mais on s'est bien rendu compte qu'en effet, il y avait que 4 personnes qui avaient utilisé la feature que tout le monde voulait. Voilà. Donc ça, c'était le plus gros fail. Ça nous a coûté quand même 1 mois de développement. Et du coup, on a appris des mauvaises choses. Et voilà, je vous conseille vraiment de lire The Mom Test. Ça casse beaucoup de fausses croyances à propos des interviews utilisateurs, notamment de ce qu'on lit dans tous les bouquins sur Lean Startup, où ils recommandent notamment de faire 4 groupes d'interviews pour résumer, un processus en 4 fois. Et donc ce bouquin-là aussi dit il n'y a pas forcément besoin, donc vous allez peut-être aussi gagner du temps. Deuxième point, on a marketé de la mauvaise façon.
Alors ça, c'est un petit peu compliqué à expliquer dans le détail parce qu'on a fait beaucoup de campagnes d'apprentissage marketing. Donc on a fait du Google Ads, on a fait du Facebook Ads, on a fait aussi de l'organique. Donc c'est-à-dire qu'on est allé personnellement discuter avec nos utilisateurs potentiels sur les groupes Facebook en essayant de savoir qu'est-ce qui pourrait les aider, comment on peut régler leurs problèmes. Sauf que pendant longtemps, on devait expliquer ce qu'on faisait et on l'expliquait mal. On expliquait complètement à côté de la plaque même. Ce qui provoquait une chose, c'est que les utilisateurs, ils venaient sur notre app et ils étaient très déçus parce qu'on avait marketé quelque chose de complètement différent. Et donc, si globalement on avait des stats qui étaient plutôt bonnes vous voyez le pipeline d'acquisition, donc c'est les premières étapes, on avait des métriques qui étaient plutôt bonnes sur l'acquisition, on avait des très mauvaises métriques sur la rétention, on se disait mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi? Et parce qu'en fait on avait des leads qui n'étaient pas qualifiés, des personnes qui téléchargeaient notre app parce qu'ils imaginaient quelque chose de différent. Et ça on s'en est rendu compte, ça nous a pris beaucoup de temps de s'en rendre compte, on a dû contacter ces personnes-là qui partaient. Et en fait, en leur demandant, vous imaginiez quoi avant en téléchargeant l'app, et ils nous disaient voilà, un truc qui était complètement différent à propos de notre app, et c'était notre faute. Parce qu'on communiquait de manière complètement mauvaise sur notre app. Le troisième point, c'est qu'on n'a pas fait de suivi suffisant de nos early adopters. C'est vraiment une grosse connerie. Donc, on a identifié, on a voilà 200 interviews utilisateurs, parmi lesquels on va dire la moitié étaient des potentiels early adopters qui utilisaient notre app, qui avaient montré de l'intérêt, même si c'était biaisé comme je l'avais dit. Eh bien, on aurait dû, voilà, au bout d'un mois, revenir vers eux en disant voilà, est-ce qu'on peut faire un petit point de 20 minutes? On va parler de votre utilisation ce dernier mois par rapport, comme on délivre des nouvelles fonctionnalités toutes les semaines. On veut savoir aussi s'ils sont au courant de ces fonctionnalités et si on va dans la bonne direction. Plus important, on aurait pu, par rapport au deuxième point, améliorer le deuxième point, leur demander, selon vous, décrivez-nous ce que c'est notre app. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle vous apporte dans le quotidien? Et donc maintenant, c'est ça qu'on change, c'est qu'on a arrêté d'essayer de définir notre app et on utilise ce qu'on appelle les verbatim utilisateurs pour essayer de nous définir. Et ça marche pour le marketing, mais ça marche aussi, par exemple, pour les pitchs auprès des investisseurs. Maintenant, on peut insérer plutôt le vocabulaire de nos utilisateurs parce que c'est beaucoup plus pertinent que par rapport à ce qui est dans notre tête. On s'est foiré sur le recrutement. Et ça, j'en assume purement la responsabilité. C'est que souvent, si c'est votre première startup, recruter, c'est le côté le plus difficile. Alors, je dirais c'est un problème de riche parce que si déjà vous avez les sous pour recruter, c'est une bonne chose, mais après, ça prend beaucoup de temps. Pour vous donner un ordre d'idée, moi, j'ai estimé que sur l'année entière 2021, ça m'avait pris entre 20% et un quart de mon temps, donc 20 et 25% de mon temps sur le recrutement, ce qui est énorme. Alors c'est pas forcément poser des. Alors qu'on n'a pas fait beaucoup de recrutement. On a fait un lead développeur qui était la première personne qui nous a rejoint, 2 stagiaires en machine learning parce qu'on faisait des tests de master sur de la recherche, donc pour aider nos patients et faire de la recherche académique. On avait un développeur front senior qui est toujours avec nous. On avait un autre développeur back-end. En gros, 6-7 personnes avec des compétences qui sont très haut niveau. Voilà. Et le problème, c'est j'ai foiré certaines choses. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça provoque? Vous prenez des gens qui sont super motivés au départ, mais en fait, leur motivation va s'émietter parce qu'ils sont pas forcément alignés avec la vision de l'entreprise. Et comme vous êtes une early startup, vous êtes concentré sur toutes les tâches que vous devez exécuter, et donc vous pouvez pas jouer le micromanager en disant allez, il faut le motiver, non mais t'inquiète, ces interrogations là elles vont être réglées, etc. En fait, donc vous savez pas tout ça. Donc il faut que vous embarquiez des gens aussi qui sont capables de s'auto-motiver, qui prennent plaisir à avoir des zones de flou et qui sont confortables dans cette zone de flou. Voilà.
Donc, est-ce qu'il y a des solutions pour éviter ça? Je sais pas. Peut-être que vous avez des idées. Maintenant, nous, on a amélioré nos processus de recrutement, on les améliore en continu, on a appris de nos erreurs. Donc, notamment pour les seniors développeurs, on avait dit qu'on faisait pas d'interview technique. Eh ben, on est revenu sur cette décision-là et on va faire une séance de pair programming ou de mob programming avec voilà, un cas d'étude parce que simplement on veut être sûr que l'alignement du code sur les pratiques, on essaye de mettre en place du TDD, donc Test Driven Development, on essaye voilà, d'avoir une bonne séparation, une bonne architecture, même quand on fait du code simple. Et ben ça, on s'est rendu compte que même pour des seniors développeurs qui avaient 25 ans d'expérience, ça peut être un gros changement par rapport à leurs habitudes. Donc voilà, là on était à la 4e, le recrutement. 5e, on n'a atteint aucun de nos objectifs trimestriels, sauf le dernier. Alors, chaque trimestre, on se fait des objectifs qu'on appelle des OKR. Donc c'est des résultats clés qui sont numéraire, donc avec une target. Bien entendu, ça c'est des résultats qui sont sur le long terme, donc sur 3 mois, donc c'est énorme dans une startup. Donc ils doivent être accompagnés avec des KPI, donc des métriques que vous pouvez vraiment mesurer chaque jour. Voilà. Pour vous résumer, on avait donc le premier OKR, c'était faire notre MVP pour le premier trimestre. Finalement, ça nous a pris un peu plus longtemps puisqu'on a sorti notre MVP en juin, donc ça nous a complètement décalé. Donc pour le deuxième trimestre, on était déjà avec du retard, donc on s'est dit on va avoir nos je crois 150 premiers utilisateurs actifs mensuels. On n'en a eu que 80, ce qui était déjà pas mal et ric-rac par rapport au lancement qu'on avait fait milieu juin. Après, sur toute la partie d'été et septembre, on avait l'objectif d'atteindre 300 utilisateurs actifs. On est arrivé qu'à 200, ce qui est pas mal, mais c'était frustrant parce que c'était le 3e objectif qu'on se fixe et à chaque fois on était assez loin de la target. Donc ça aussi, ça démotive l'équipe. J'ai entendu même des gens dans l'équipe dire oui mais Toinia, on n'y arrivera pas. Donc en fait, quand vous avez ce genre voilà, de défaitisme au milieu, c'est qu'il y a bien un problème à propos des KPI, des OKR, des métriques que vous placez, même si c'est des métriques que tout le monde s'est décidé au début du trimestre. Ben voilà, si on voit qu'on est tout le temps en échec, ça motive pas. Donc c'est la gestion un petit peu voilà, de la récompense au milieu, et c'est pour ça que ça, je pense qu'on va améliorer ça en mettant des KPI, donc des métriques qui peuvent être individualisées. Et que chacun maîtrise, et donc qui va voir et chacun va pouvoir améliorer sa KPI au jour le jour sans attendre que la métrique globale de l'entreprise s'améliore. Donc par exemple, si vous voulez augmenter votre référencement, je ne sais pas, sur internet, qui correspond à la stratégie d'avoir plus de leads, une KPI, ça peut être je sais pas, le nombre, c'est bête, mais le nombre d'articles faits par jour, voilà, une KPI très stupide, mais encore mieux, voilà, le nombre de réactions ou de views que vous avez sur LinkedIn pour vos contributions. Et donc ça, vous avez une maîtrise, puisque complète, vous ne dépendez pas des autres, et par contre, ça va en effet augmenter le nombre de leads que vous avez dans le trimestre. Voilà. Alors ça, c'était les OKR échec, la 5e. Alors quand même, la dernière, on a réussi, on a changé notre stratégie, on a eu un mentor qui est venu sur le dernier trimestre et boum, on a explosé notre OKR, c'était 1000 témoignages, donc récupérer des données auprès de nos utilisateurs. On a dépassé cette target et on était même monté à 1100, je crois, à la fin de l'année. Donc yes, on était super contents. Ça a été beaucoup d'efforts, surtout le jour de Noël, je relance une campagne marketing parce qu'on était qu'à 900 et boum, on en a 100 en 24 heures. Donc c'était vraiment chaud, mais c'était réussi. Le 6e problème, c'est qu'il n'y avait pas assez de focus, pas assez de concentration. Ça, c'est un truc que je répète beaucoup, mais les fondateurs de l'entreprise,
eux, ils ont la vision. L'objectif, c'est pas qu'ils déterminent tout ce qui doit être fait. Voilà. Si vous avez des personnes dans l'équipe qui sont compétentes, ben elles savent certainement mieux que vous ce qu'il faut faire. Par contre, vous avez une responsabilité qui est très importante, c'est de trouver ce qu'il ne faut pas faire. Voilà. Et ça, c'est oser. Parce que vous allez avoir plein d'idées dans l'équipe. Parfois des très bonnes idées, parfois des idées qui surviennent dans la conversation. Et voilà, vous êtes en réunion. Soudain, il y a une idée qui arrive et qui peut être discutée pendant 1 heure. Et tout le monde, même vous, vous adorez l'idée. Et vous avez absolument envie de la tester. Ben, parfois, il faut faire le pour et le contre entre savoir, ben, ok, est-ce qu'on doit vraiment la faire? Et ça, je pense que je ne l'ai pas assez fait. Il y a un moment où collégialement, on s'est tous mis d'accord de faire quelque chose qui n'était pas du tout aligné avec la roadmap et nos objectifs, nos OKR. Et on s'est dit, ouais, ça va être rapide. Et en fait, ça nous a pris plusieurs semaines de développement. Voilà. Donc en fait, il fallait dire non à ce moment-là. Il fallait dire non, pas directement, mais dire, bon, bah, les gars, est-ce que c'est vraiment aligné? Est-ce que ça va vraiment pousser toutes nos métriques mieux que toutes les autres choses qu'on s'était dit avant? Ben, certainement, on se serait dit, ah non, peut-être pas. Voilà. Donc restez concentrés sur votre vision, sur vos objectifs et travaillez vraiment sur les objectifs, pas sur le projet, les objectifs. Alors ça, c'est un côté qui est vraiment compliqué. Nous, notre équipe, elle est à Grenoble. Et moi, j'ai bossé aussi à Palo Alto, dans la Silicon Valley. Donc ça, c'est un premier fait qui est important pour vous pour comprendre aussi. Et on a une précide, donc on a de l'argent. Ce qui est un luxe que peu de startups à notre étape, à notre niveau ont. Et ça fait un environnement qui est assez confortable. Voilà, parce qu'il n'y a pas de grosse pression. Grenoble, on n'est pas dans un écosystème startup hyper compétitif avec plein de start-upers autour de nous. Et on a des sous, du coup, on s'est dit, bah voilà, on se dit pas comme ça, on ne veut pas dire qu'on va prendre notre temps, mais au final, si. Et on se met dans un environnement qui est pas si compétitif et notre défi, il est peut-être pas à la hauteur de ce qu'on pourrait réellement faire. Donc on prend, je pense, des objectifs qui sont plus bas de ce qu'on pourrait faire. Et donc ça, je pense que ça, c'est l'une des premières choses que je vais faire en 2022, c'est que je vais essayer de m'entourer de personnes qui vont pouvoir monter les objectifs. On a commencé à avoir une mentor en marketing à la fin de l'année 2021. Ben, je vais essayer de m'entourer de plus de mentors, plus de personnes qui ont réussi, des personnes qui sont plus compétentes que moi pour relever le niveau. Voilà, et me pousser à aller encore plus loin. Un peu lié, mais quand vous êtes dans un environnement confortable, vous n'allez pas prendre des décisions très difficiles. Alors difficiles ou des décisions qui sont osées. Donc par exemple, nous ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait notre première campagne marketing. Elle était très basique, quoi. C'est genre, oh tiens, vous avez des problèmes de l'acouphène, ça tombe bien, on développe une app, quoi. Alors que je pense que si on parlait de manière beaucoup plus radicale et osée, du genre, vous n'en avez pas marre de voir 10 médecins et que ça sert à rien et qu'ils ne vous trouvent pas de solution, voilà, on va certainement, forcément, en disant ça, on va, même si c'est la vérité, on va pas se faire que des amis. Mais par contre, ça parle beaucoup plus aux personnes parce qu'on arrive à se différencier. Voilà. Après, la question, c'est comment vous arrivez à se différencier avec plus de l'énergie positive pour pas aussi agréger des personnes qui ont qu'une vision négative. Bon, ça, c'est d'autres problèmes, mais je pense que ça, c'est un travail vraiment sortir de sa zone de confort et essayer de prendre des décisions qui sont vraiment osées. Ben voilà, ça marche pas, ben c'est pas grave, on prend une autre décision osée, mais on reste toujours au bord de sa zone de confort pour essayer, voilà. Et je pense que c'est une mauvaise stratégie d'essayer de faire, voilà, comme tout le monde, à la normale. Voilà, normal. Bah, si vous faites un truc normal, vous allez avoir des résultats normaux. Ça veut dire que voilà, 80% des startups échouent. Donc vous allez certainement échouer. Enfin, c'est que mon avis, mais voilà, vous faites comme vous voulez. Bon, ça c'est un truc un peu plus personnel, mais on a pris, je sais pas si c'est vraiment un échec, mais on a pris beaucoup de temps à
gérer les conflits. Beaucoup de temps. Les conflits en interne. Tout le monde a ce chiffre-là dans la tête. Dans la majorité des cas, l'échec d'une startup est dû à un conflit entre les associés. Sauf que, on ne vit pas dans un monde magique, donc les conflits entre les associés sont quasiment, sauf si vous avez beaucoup de chance, ils sont impossibles à éviter. La question c'est, comment vous êtes capable de gérer ces conflits? Maintenant que vous savez qu'ils vont apparaître, et s'ils n'apparaissent pas maintenant, peut-être qu'ils apparaîtront dans le futur. Donc nous, on a eu entre guillemets cette chance d'avoir des conflits assez tôt, pas trop tôt, pour avoir posé le projet, mais c'est venu dans une période de paix où il n'y avait pas de problème particulier dans l'entreprise, mais c'est survenu sur des problèmes de vision, de gestion d'équipe, de planification des tâches, de rôle aussi. Et finalement, ça nous a pris beaucoup de temps au point qu'on a décidé de passer par une médiation, et une médiation d'une personne qui est en communication non violente, parce qu'on se rendait compte que aussi avec la pression, on était très acide dans notre communication. Et donc forcément, si vous avez des conflits et en plus de la mauvaise foi et en plus on se parle mal, la résolution des conflits, elle ne va pas marcher. Et c'est pour ça que je pense qu'on peut avoir un niveau de conflit très très haut qui est positif, à condition que vous avez les méthodes pour gérer ces conflits de manière efficace. Moi, la première chose que je retiens, c'est que c'est OK si tout le monde n'est pas d'accord. Il ne faut pas chercher absolument le consensus. Voilà. Il faut chercher le respect des opinions, bien écouter les opinions, vérifier que ce qui est proposé est logique et quelles sont les données qui soutiennent ces propositions. Que ce soit pas une idée que j'ai sortie de ma poche. Mais ensuite, il faut avoir une méthode de résolution. Qu'est-ce qui tranche? Comment on tranche quand le coffee peut s'exporter à d'autres personnes? Est-ce qu'on demande à des tiers? Est-ce qu'on demande à l'équipe? Est-ce qu'on est un processus démocratique dans lequel on va voter? Si on se rend compte qu'une personne qui a été mise en minorité, par exemple, avait finalement raison, combien de temps on attend pour admettre ça, ou inversement? Ce qui est important, c'est que vous permettiez que la parole se libère, mais d'une manière suffisamment bienveillante pour que les gens se sentent confortables avec ça. Voilà. Pas de solution là-dessus, mais si vous faites une startup, attendez-vous à gérer les conflits. Moi, ce que je conseille, un super bouquin, c'est Communication non violente. En français, c'est le titre, c'est Les mots sont des fenêtres et parfois ce sont des murs, qui va vous apprendre beaucoup de choses sur vous-même et aussi sur les autres. Finalement, le dernier échec sur cette longue vidéo, c'est que j'ai pas atteint mon objectif perso de vidéo YouTube. Voilà. Alors moi, je m'étais fixé un objectif sur le dernier trimestre de faire 12 vidéos. J'ai fait un choix qui était un petit peu bizarre, de faire une chaîne en français et une chaîne en anglais. Pourquoi? Parce que je voulais faire un petit peu de l'A/B testing, donc tester différents types de vidéos, différents formats. Donc il y avait une où je parlais en anglais avec mon accent camembert, et puis celle-là où je parlais plus à l'orientation des personnes, j'espère comme vous, donc des techies, donc des personnes qui ont un background tech, mais qui n'osent pas se lancer dans la startup et qui sont intéressés pour voir un petit peu la documentation d'une startup, d'un père qui s'est lancé peut-être il y a quelques mois. J'espère que dans quelques années aussi, ça me servira un petit peu de journal, revenir un petit peu sur ce qui est fait. Et l'autre, c'était celle en anglais, c'était plus pour parler d'errance médicale, donc là, plus des problématiques qui sont à l'intérieur de Siopi, donc de notre startup. J'en ai fait 7 sur les 12 en objectif, mais c'est beaucoup de travail. J'ai sous-estimé la quantité de travail. Voilà, je fais ça les soirs. J'ai 2 enfants. En plus la start-up, en plus j'essaye de faire du sport, donc il y a toutes ces activités là qui prennent toute la vie, quoi. Donc YouTube, même si on a des objectifs, ça part. Donc maintenant, ce que j'ai envie de faire avec vous, c'est j'ai envie de m'engager à faire une vidéo par semaine, même si c'est
Voilà, ce sera peut-être des vidéos qui ne seront pas de qualité exceptionnelle, mais on a à peu près une cinquantaine de semaines en 2022. Donc l'objectif, c'est d'atteindre à peu près 50 vidéos cette année. Et puis vous serez les maîtres et les arbitres pour dire voilà, là ta qualité elle a baissé, et si la qualité n'est pas assez adéquate, peut-être que je ferai une semaine sur 2 pour augmenter la qualité, mais c'est à vous de me le dire. Voilà. L'autre chose, c'est que je suis pas monteur, j'apporte quasiment aucune plus-value à faire le montage, sauf peut-être vous rendre la lecture plus efficace et plus agréable. Cependant, je vais prendre une décision qui est peut-être bête et peut-être que je vais me mordre les doigts, mais je vais limiter au maximum le montage. Donc vous allez entendre toutes mes hésitations. Vous allez voir que je n'ai pas de prompteur, donc je prends des notes voilà, manuelles. Donc vous allez voir tout ça, vous allez me dire si ça va pas, si ça vous emmerde. Je regarderai dans l'analytics si ça pose vraiment trop de problèmes. Mais par contre, ça va être certainement des vidéos plus longues, seront plus embêtantes pour vous, et puis on verra. Puis d'ailleurs, s'il y a des monteurs qui seraient chauds pour collaborer avec moi sur cette chaîne, eh bien avec grand plaisir, envoyez-moi un petit commentaire et puis on en discute, on prend un café ensemble et puis si ça match, on se revoit. Allez, du coup, je vous promets cette fois la semaine prochaine et salut!